Mon nom est Martin Thomas Côté en compagnie d'Alan Lévesque et de Jean-Nicolas Boucher. Et vous écoutez Les Injustes. Nous sommes dans l'âge du geek. Dans cette ère d'égalité, d'acceptabilité et de justice des internets, règne une ombre. 4 chevaliers de la culture populaire vont briser les standards. Nul ne sera à l'abri de leurs opinions. En tout temps, en tout lieu, Les Injustes. Messieurs, bonsoir. Yo. Bon matin. Bon matin. Sérieux, Jean-Nic? Bon matin? Ah oui, oui. On n'est pas obligé de... On sait pas à quelle heure les gens viennent. Ah, c'est sûr. Intemporel. Effectivement. Donc, à tous ceux qui nous écoutent le matin, Jean-Nic a pensé à vous. Pour les autres, bonne soirée. Grosse émission aujourd'hui. Évidemment, je veux juste revenir tranquillement sur Alice. Parce qu'il y a déjà des critiques qui commencent à sortir tranquillement pas vite. Il y a des gens des médias qui en ont obtenu une copie. Ça a été notre cas aussi. On n'en parlera pas tout de suite parce qu'on a Jake qui va venir faire un tour. On sait juste pas quand. Ça se pourrait que ce soit mardi, ça se pourrait que ce soit dimanche le 7. Peu importe quand ce sera, ça va être une bonne occasion de pouvoir revenir sur le produit. Il y a des chances qu'on l'ait entre les mains. Ça va être à temps pour le lancement dans les librairies. Fait que, tu sais, quand même qu'on ferait notre critique 3 semaines à l'avance puis que vous pouvez pas le lire, moi, dans ma tête, à moi, ça donne pas grand-chose. Bon, exactement. Donc, ça va être bien plus hot de faire la critique en même temps qu'on parle avec un des créateurs. Ben oui, puis en même temps, ça va être plus le fun pour vous d'entendre la critique puis de vous dire, je peux au moins aller le chercher en librairie plutôt que de vous dire, les chanceux, ils l'ont lu, puis moi, faut que j'attende. De toute façon, là, oui, même si on a pu le voir en PDF, aujourd'hui, on a pu voir en photo là, les boîtes et les livres qu'ils ont reçus. Le format a de l'air d'être incroyable. Mais ça a l'air d'être un format un peu plus Black Label. Hein. Je sais pas, ça ressemble un peu au hardcover de Arlene que j'ai. Là. Oui, ça a l'air d'être d'une bonne grosseur. Ça fait que je pense que pour l'art qu'il y a dedans, puis ce que ça a représenté, là, ça va être quelque chose de super agréable. Je sais pas pour vous autres, mais moi, en PDF, là, honnêtement, j'aime pas ça. Là. C'est encore, ça m'a convaincu, cette expérience-là, encore une fois, que tout le virage numérique qu'a tenté de nous rentrer dans la gorge DC Comics, pour moi, ça marche pas. Je suis d'accord. Je dirais surtout que le gros problème, c'est qu'on a toujours tendance à lire ça sur notre cellulaire, c'est que sur un écran de 6 pouces de diagonale, là, ça ne rendra jamais le même rendu. Je l'ai lu, moi, sur mon portable, là, qui est un 13 pouces, puis mais pas eu plus de fun. Là. Ça prend une tablette de 10 pouces, à peu près 8 pouces, mais même là, ça commence à être gros, puis ça fait 45 minutes que ça dans les mains, là, ça devient gossant. Non, j'ai pas eu de fun à lire ça en PDF. Là. J'ai eu du fun parce que c'était bon, j'ai eu du fun parce que c'était beau, mais j'ai hâte de l'avoir physiquement avec moi, de pouvoir prendre mon temps, de m'attarder aux détails. Je sais qu'il y a beaucoup de trucs cachés à l'intérieur de la BD. Jake m'a dit qu'il s'était lui-même dessiné à l'intérieur de la BD. Je ne l'ai pas retrouvé encore, je n'ai pas vérifié. Donc, c'est à regarder. Donc, oui, on va en parler avec Jake. Oui, on va en faire une critique. Puis on va en faire une émission là, semi-spéciale dans laquelle on va pouvoir vous donner tous les aboutissants, les détails. Mais on a bien hâte de vous en parler, puis on a bien hâte de recevoir notre copie. Donc, ça devrait s'en venir tranquillement pas vite. Normalement, ça devrait arriver. Si on est chanceux d'ici vendredi, sinon en début de la semaine prochaine. C'est ça, là. D'après, là. Ah, exactement. Surveillez notre page Facebook. On va probablement publier les images quand on va les recevoir, là, de quoi ça a l'air avec les signatures et autres. Puis c'est un beau projet. J'espère que ça finira pas là. J'espère que ça va donner l'idée à d'autres. Je lisais notre chum Marc Gagnon qui en a fait une chronique, une critique sur Facebook. Qui disait que c'était le temps pour Jake de développer ses propres créations, ses propres affaires, puis qu'il espérait que ça le propulse. Puis honnêtement, je me disais, right on, c'est exactement ce que je pensais aussi. On veut un comic de cyberpunk de Jake. Tout le monde veut ça. Puis j'espère que ça va donner le goût aussi à d'autres qui vont lire, puis qui vont, de stimuler un peu le milieu. Bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Beaucoup de choses ce soir ou ce matin, là, ou dépendamment de l'heure à laquelle vous nous écoutez, selon Jean-Nic. On va parler dimension. La dimension aussi. On va parler de Curse of the White Knight. Ça fait un petit bout que c'est sorti. On a eu l'occasion, j'ai eu l'occasion de le lire. Toi, Alan, tu l'avais déjà suivi numéro par numéro. Donc, c'était la 3e fois que j'achetais la série au complet. Ouais, ça, c'est une maladie mentale. Ça. On en reparlera plus tard quand les micros seront fermés. D'accord. Intervention? Peut-être. On va parler aussi de... vous allez parler de Black Hammer parce que je n'ai malheureusement pas lu, mais vous l'avez lu et on va en faire une petite discussion. 90 minutes. Et chez Boom Comic, hein, c'est ça que tu me disais, l'autre... comment t'appelles ça? Alienated. Ouais, ça fait qu'on va en parler aussi. On va revenir sur le spécial de South Park qui ont fait un spécial sur la pandémie. Puis je vais vous inviter à avoir une discussion
en même temps sur l'état de l'animation en général de ce genre de trucs-là. Là. Family Guy, Simpsons, South Park. C'est-tu encore à propos? C'est-tu encore à point? Ça fonctionne-tu encore? On a-tu un game changer à un moment donné qui va peut-être faire en sorte que ça va se renouveler? Parce que j'ai eu l'occasion d'écouter une couple de Simpsons récemment, puis ça marche plus, là. En tout cas, on aura l'occasion d'en reparler. On va revenir sur Justice League, la Snyder Cut, hein, parce que là, j'ai pas mal l'impression qu'on s'en va vers une télésérie de 12 000 heures. Là. Il y a tellement de nouvelles, on va en reparler. Mandalorian, ça sort la semaine prochaine. Nos demandes et nos attentes en vue de la nouvelle série de Disney+. Et évidemment, on finit tout ça, comme d'habitude, avec notre poison. On commence avec, tiens, j'ai le goût de commencer avec Black Hammer parce que je vais entendre Jean-Nic un peu. Présente-nous, c'est quoi Black Hammer? OK. Black Hammer, c'est une création de Jeff Lemire, un auteur qu'on connaît assez peu ici, qu'on ne parle pas assez souvent. Là, on a l'opportunité de parler. C'est son magnum opus. Dans le fond, c'est un projet qui travaille depuis super longtemps. Il est accompagné de Jeff Edmonston, si je ne m'abuse, au dessin. Ça raconte l'histoire d'une équipe de super-héros qui ressemble un petit peu aux Avengers ou à la Justice League, si vous voulez, qui ont affronté une entité qui s'appelle Antigone. Puis pendant ce combat-là, pour sauver l'humanité, ils ont dû se sacrifier. Pour une raison qu'on ignore, ils ont sauvé le monde, mais ils se ramassent dans une ferme, ils ne savent pas où, dans une ville qui n'existe pas vraiment, puis ils ne sont pas capables de sortir de là. Le héros principal du groupe, qui s'appelle Black Hammer, essaye de se sauver, puis en essayant de sortir de cet endroit-là, meurt. Fait que la prémisse, c'est ça. On apprend à connaître tous ces personnages-là qui sont un petit peu on va dire, ils sont inspirés ou / des caricatures des grands héros qu'on voit chez Marvel et chez DC. Puis c'est une manière pour Jeff Lemire, puis il le dit quand il a décollé le projet, il voulait que ça soit une bande dessinée de super-héros, mais qui parle des super-héros. OK, mais c'est un ongoing ou bien c'est vraiment quelque chose qui est déjà terminé? C'est un ongoing. OK, donc c'est pas terminé encore. C'est une espèce de anti-Invincible. C'est un peu le contraire d'Invincible. Il cherche à déconstruire et à parler plus de ses personnages plutôt que de remâcher et reconstruire un univers complet comme Kirkman l'avait fait. Puis quand je dis c'est un anti-Invincible, c'est pas une mauvaise chose. C'est rien que là, on s'en va complètement ailleurs. Okay. Il y a beaucoup de similitudes, dans le fond, entre les deux séries. Sauf que tout est vendu, je le sais d'avance, parce qu'il y avait le nom de Jeff Lemire. Il aurait pu genre emballer du caca dans une boîte Amazon, t'aurais aimé ça. Alan, t'as eu l'occasion... le sac avec. Ouais, j'en doute même pas. Alan, t'as eu l'occasion de lire... C'est-tu bon, c'est pas bon? Ben, j'ai lu les 13 premiers numéros, là, que, comme Jean-Nic dit, c'est une lecture de 90 minutes qui m'en a pris 2h30, là, mais en tout cas, des choses qui arrivent, mais je dirais pas que c'est mauvais. Sauf que je pense qu'il faut prendre le temps de comprendre le projet puis où ce que Jeff Lemire voulait y aller avant de commencer à lire ça, parce que quand tu commences à lire ça, un des personnages principaux que tu vois, le père de la famille, dans le fond, là, Monsieur Slam, c'est Captain America. Abraham Slam, c'est Captain America. T'as un Martian Manhunter qui vient de Mars, qui est rouge à place d'être vert, qui s'appelle Marx. Tu sais, t'as Mademoiselle Gale, qui elle a dit Shashram à place de dire Shazam. Tu sais, tout est copié-collé, là. Puis l'Antigode, là, ben, c'est Darkseid avec le casque de Galactus. OK. Tu sais, tout est copié-collé. Là, quand tu commences à lire ça, la première référence que tu fais, si tu connais les Avengers, puis si tu connais Justice League, tu fais comme, c'est lâche, c'est vache, c'est juste du copier-coller, puis c'est bien poche. Dans le fond, c'est un Elseworld qui s'est fait refuser, fait qu'il a décidé de changer de nom, un genre de Dolorama de super-héros. Parce que c'est à peu près le même principe que The Boys, où à l'époque où Garth Ennis était écœuré du genre super-héros, lui il a décidé de bâcher dedans, puis le décalisser à terre, puis vraiment piler dessus, puis le brûler. Jeff Lemire, lui, il a plus voulu humaniser le concept super-héros et les sortir de leur carrière de super-héros, puis travailler plus sur le personnage du après, puis qu'est-ce que c'est, puis corrigez-moi, là, c'est quoi? Dans le fond, c'est un love story de super-héros? On les a enfermés à quelque part, puis on les regarde se parler entre eux autres? Ben, non, j'imaginerais plus. T'as-tu écouté la première saison de Doom Patrol? Non, pas vraiment, pas encore. OK, pour les personnes qui ont écouté ça ressemble un petit peu à ça. Ça fait que c'est comme, dans le fond, ce sont pratiquement des has-been parce que ça a déjà été des héros, mais ils ne sont plus, puis ils sont pognés là. Mm-hmm. Puis tu travailles plus sur le côté psychologique, puis les liens qu'ils peuvent avoir entre eux autres. Donc, tu sais, c'est plus une série emo du super-héros, si on veut. Mais avec la prémisse que tu m'expliques, Jean-Nic, comment ça peut être une ongoing? À un moment donné, ça va toujours bien finir par se régler? Ben, je te donne un exemple. Le personnage que Marx, là, le martien,
c'est à la fois un extraterrestre, comme le Martian Manhunter, mais c'est aussi un homosexuel qui est amoureux du prêtre dans la ville où ils sont rendus. OK. Fait que, tu sais, je te laisse imaginer où ça peut se rendre. Après ça, Abraham Slam, lui aussi, a une histoire amoureuse avec une dame qui vit dans cette ville-là. Mais tu sais, dans le fond, il n'y a pas de super-héros qui existent dans l'univers où ils sont rendus. Fait que c'est comme si Jeff Lemire, dans le fond, son modus operandi, il s'était dit, on va prendre les super-héros, puis comme Alan le dit, on va les sortir de leur terre, dans le fond, où ils sont des héros, puis on va les mettre quelque part où des héros, ça n'existe pas vraiment. Puis là, ils vont être confrontés comme à leur propre démon. Fait qu'un ongoing avec ça, la manière que Lemire l'a fait, tu as l'histoire de ces personnages-là, où ils sont rendus, comment ils vont faire pour s'en sortir, mais tu as aussi tout l'univers qu'il a créé. Parce que, à part eux, là, il s'est mis à écrire des histoires sur. Tu sais, il a fait une timeline. Là, on est genre, mettons, dans les années, je sais pas, 90, mais il y a des super-héros depuis, mettons, 100 ans. Fait que là, il a fait un Black Hammer 1945 qui raconte ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a un Black Hammer Quantum quelque chose qui est comme 200 ans dans le futur. Il y a des ongoing projects sur les sites où il raconte les histoires de d'autres héros qui ont vécu avant ou des super-vilains. OK, c'est publié où, ça, juste pour le fun? Dark Horse. C'est avec Dark Horse. OK, c'est Dark Horse qui ont ça. Mettons qu'on voudrait, quelqu'un nous écoute et dit « Ah, ben ça m'intéresse, il y a combien de volumes à peu près? Là? C'est quelque chose qui va nous coûter la peau du cul? » ou... La peau du cul, non. Par contre, il y a quand même beaucoup de volume parce qu'il est en train d'exploser son univers. Donc, la série traditionnelle, en ce moment, ils sont rendus à, si je ne m'abuse, 5 TP. Mais il y a peut-être une quinzaine de TP autour qui sont des side stories et des trucs. Sont-ils vraiment nécessaires ou... Non, je pense que c'est juste des crossovers. Comme un des derniers qui fait sortir, c'était Black Hammer versus Justice League. OK. Tu sais, ça fait que c'est plusieurs séries. Je pense que c'est plus des compléments que de la nécessité. Parce que, comme Jean-Luc dit, l'important, pourquoi ça peut être un ongoing, si tu prends juste Abraham Slam, qui est le Captain America, lui, c'est un gars qui avait 49 ans de carrière à peu près. OK. Tu le vois qu'il est rendu à 79 ans, puis il a commencé sa carrière en bas de 30 ans. C'est que tu peux en compter du stock. OK. Donc, bon, intéressant. Écoute, vous m'avez presque vendu. Je sais si. Sérieusement, t'avais-tu l'Umbrella Academy? Non. Ah, c'est parce que ça donne un petit feeling de ça aussi. Mais si tu avais à Même choisir. dans le dessin. Tu sais, honnêtement, moi, je ferais un mélange. Je prendrais Doom Patrol, je prendrais Avengers, Justice League avec Umbrella Academy, je déboulerais les escaliers avec ça, puis ça pourrait donner Black Hammer. OK, je comprends, mais ça se tient-tu tout seul? T'avais-tu besoin de ça ou tu t'es juste dit, boss? C'est juste que tu comprends les référents des personnages. Comme je t'ai envoyé une image après vidéo, ce qui Ouais, présentait les fils de Wanda, Darkseid. Mais non, c'était Mr. Miracle. Ouais, puis Mr. Miracle, ouais, Big T'sais, Barda. Puis il y a même le chien des Inhumans qui est là, qui se téléporte. Fait que tu peux comprendre les référents, mais c'est pas important. C'est plus là. Mais je réitère ma question, Alan. C'est-tu une lecture incontournable ou c'est juste, si vous avez de quoi à lire, ça peut se lire? Je mettrais pas ça dans l'incontournable. Mais je mettrais ça peut-être pour le monde qui ne trippe pas sur le gros super-héros puis qui s'intéresse quand même aux super-héros. Ou au médium de la BD, tout simplement? Ouais, mais tu sais, qui touche aux super-héros OK. quand même. Parce que je poserai la question à Jean-Luc, mais il va me dire que c'est un incontournable. C'est un chef-d'œuvre absolu. Et voilà, c'est un chef-d'œuvre absolu. Tu sais, rien de moins. Absolu. Non, honnêtement, j'ai préféré lire Hellboy que ça. OK. Moi, Hellboy, j'ai tellement détesté ça. Je sais que je suis un des rares, là. Je m'excuse. Hey, vous voyez pas les yeux à Alan. S'il pouvait me tuer, Tu vois pas les miens non plus. Je suis pas fier de toi, là. Hey, j'ai essayé, hein. J'ai acheté l'omnibus. Je suis pas capable. C'est dans les inexpliqués comme Watchmen que j'essaie de lire depuis des années puis que je suis juste pas capable parce que je m'emmerde puis que je m'endors dessus à tous les fois. Je sais, il y a des... Peux-tu parler de quelque chose de positif? Mais il aime écouter le film de Zack Snyder, par exemple. J'adore écouter les films de Zack Snyder. Je capote là-dessus. Hey, je vous ai laissé jaser un peu de Black Hammer. Jean-Luc, tu nous en voudras pas si on jase un peu de Curse of the White Knight? Ben non, puis moi, je vais complémenter avec la série qu'il a faite de Catwoman sur le site. Ah, qui ça? Shane Murphy. Il a fait une série de Catwoman? Il a écrit 2-3 numéros? Ouais, de ces 2 numéros. Ouais, 2 numéros. Dans le ongoing de Catwoman? Ouais. Ah ouais, je savais même pas. Mais pourquoi t'as mis la main là-dessus, toi? Ben, parce que j'ai vu Sean Murphy, j'ai vu, il va participer à Catwoman, fait que je suis curieux de lire ça. Moi, je voulais pas lire Curse of the White Knight. Moi, je voulais lire ces 2 numéros sur Catwoman. OK, mais pourquoi tu voulais pas lire Curse? C'est parce qu'il n'est pas encore sorti en TP. Ben oui, il est sorti en TP, je l'ai. Ah, tu le veux pas en hardcover. OK, c'est beau, j'ai compris. Ouais, c'est ça, il est en hardcover. Puis moi, dans mon cas, je voulais compléter la série avec celui que j'ai acheté chez Urban Comics, qui est en français.
Puis j'attendais qu'il sorte parce que la version française est magnifique, encore une fois. Là. Les couvertures sont débiles. Mais là, le problème, c'est qu'elle ne vaut pas le jour de sortir. 45 000 cas en Europe, on dirait que ça, le stock de misère à sortir de là-bas. On me dit que c'est probablement ça. Mais tu m'as prêté généreusement le TP pour que je puisse le lire. J'avais fait, moi, la première série en single issue. Là, Curse, j'attendais le TP. Je l'ai lu hier. Chris, que j'ai eu du fun. C'est vraiment le fun. Sais-tu pourquoi? Parce que Sean Murphy trippe sur Batman, puis il a la chance d'en écrire, mais libre. Complètement libre. Totalement libre. Totalement libre de faire ce qu'il veut. Mais dans Curse, il y a un point négatif, c'est que là, il est tellement libre, il s'est tellement fermé de porte que j'ai peur qu'un peu comme Frank Miller, s'il ressort de quoi, ça soit moins bon parce qu'il y a moins... Tu sais, il a tué du monde, il a changé beaucoup de choses. Tu sais, souvent, là, quand on fait dans l'ongoing de Batman, l'un des gros problèmes qu'on a, c'est que si tu fais de quoi qui shake trop l'univers, tu condamnes souvent un retour au statu quo parce que ça marche plus ou tu es arrivé au bout de cette idée-là ou cette idée-là n'a pas réussi. Tu sais, des exemples, je pourrais t'en donner. Tu sais, Damian Wayne, c'en est un qui est bien réussi. Tu as fait un gros shake-up, il a été intégré, maintenant, on le voit comme une partie intégrante de Batman. Mais il y a d'autres affaires comme, à un moment donné, c'était plus Joe Chill qui avait tué les parents de Batman. Ça, c'était condamné à être révisé. Même à l'époque, il avait présenté Jason Todd. Exactement. Ça, c'était condamné à être révisé. Tu sais, Sean Murphy s'est libéré de ça avec White Knight et avec Curse of the White Knight, mais là, il s'est un peu mis ses propres règles et j'ai peur pour l'avenir. Moi, c'est le contraire. Je trouve que l'avenir, il s'est tellement ouvert sur des belles portes incroyables que... La finale du deuxième volume ne donne juste que des ouvertures sur du grand. D'abord, s'il y a une qualité que Sean Murphy a, ce sont tous les défauts. C'est parce qu'il répond en positif à tous les défauts de Scott Snyder et Grant Morrison. C'est-à-dire que, 1, ça se comprend. 2, c'est bien ficelé. Puis 3, t'as du fun. Oui, c'est assez incroyable parce que si vous avez lu le premier, puis que vous voyez c'était quoi le plan du Joker avec sa double identité qui voulait prendre le contrôle un peu de la police, mais en même temps, il y avait un autre plan en arrière de la tête. Puis c'est là, dans le Curse, qu'on s'en rend compte où ce qu'il s'en allait. C'est parce qu'il était tombé sur un secret dans les Battlefields d'Arkham sur les origines de la famille Wayne. Et là, cette série-là traite de ça. Donc, le Joker a découvert que Wayne, c'est une famille de trous de cul. Et c'est hallucinant comment on nous amène ça. Il y a tout le côté religieux qui embarque là-dedans, qui est écœurant, qui est bien joué, qui est pas trop tannant, qui est juste... Tu sais, c'est toujours... Sean Murphy, c'est toujours ça, hein? C'est toujours bien dosé. Puis ça m'a fait penser beaucoup à Court of Owls. Toi, tu l'as pas lu, non. Hein? Jean-Nic, ça m'a fait penser un peu à Court of Owls. Mais tu sais, c'est ça, j'écoutais Alan parler de la découverte avec les parents, puis tout, j'étais là, ça ressemble beaucoup à ce qu'on voit dans Court of Owls. Mais les défauts de Court of Owls deviennent des forces quand c'est Sean Murphy qui l'a. Et c'est ça qui m'a le plus surpris hier. Parce que je lisais ça, puis je me disais, fuck, si Scott Snyder l'avait fait comme ça, ou s'il nous avait expliqué ça comme ça, ou s'il avait amené ça comme ça, ou si on avait... Puis j'enlève rien à Court of Owls, c'est super bon, sauf que ça s'est complexifié, puis au fur et à mesure que l'histoire de Snyder avançait, plus sa run prenait du temps, plus on se rendait compte que ça allait un peu partout, puis tu sais, il était dans un contexte de New 52, puis de réétablir des trucs, puis alors que Murphy a vraiment 8 numéros? Oui. Il y a 8 numéros, il y a une histoire, il nous la raconte, tout. C'est ça. Puis c'est surtout de la façon qu'il a présenté Azrael dans cette série-là. C'est écœurant, c'est du jamais vu. Puis c'est tous les clins d'œil à l'univers de Batman. Ce gars-là est un amoureux de Batman. C'est pas... Oui, c'est un amoureux de Batman aussi. C'est un amoureux de Zorro. Ça fait longtemps qu'il voulait en écrire. Puis si on lit les 3 premiers numéros, puis il parle justement des origines de la famille Wayne, il y a quelques générations, c'est du Swashbuckler au grand complet. C'est juste une gang de Zorro qui se donne des coups d'épée d'en face. C'est vraiment bon. Puis tu sais, Alan m'avait fait un peu peur en me disant qu'on déconstruit Batman, que les fans de Batman n'allaient pas aimer ça. Mais moi, j'ai pas senti ça du tout. C'est parce qu'il s'est fait ramasser sur les 3 derniers numéros, puis pas juste un peu. Puis même les ventes ont diminué de beaucoup dans sa série à cause de ce qu'il a fait à Batman. Parce que pour comprendre un peu ce qui se passe, quand même, parce que le Joker a découvert que c'est quoi le nom de famille de Jean-Paul? C'est Valley. Belmont. Non, c'est Valley, exactement. C'est que la famille Wayne puis Valley, quand ils ont fondé Gotham, ils se sont entretués. Puis finalement, les gentils, c'était les Valley, puis les Wayne, c'était des pirates. Puis eux autres, ils ont tué les Valley, puis ils ont volé leur identité pour devenir les rois de la ville. Donc, les origines des Wayne, qui sont les fondateurs de la ville, puis qui sont les bénéfacteurs, ben finalement, c'est pas vrai, c'est des pirates qui ont tué les gentils pour voler leur identité. En fait, les Wayne étaient des Valley.
Ouais. Puis ils ont tué le Wayne, puis ils ont pogné son nom. Exactement. Ça fait que Bruce Wayne n'est pas Bruce Wayne, il est Bruce Valley. Puis Jean-Paul Vallée n'est pas Jean-Paul Vallée, c'est Jean-Paul Wayne. Donc, le vrai héritier de Gotham, c'est Azrael. Et donc, le Joker, en découvrant ça, puis que vu qu'il fait affaire avec une secte religieuse, qui vont chercher M. Vallée, puis qu'il le forme en Azrael avec une épée boostée de feu. Ah, c'est du génie. Honnêtement, c'est vraiment du génie. Puis il y a comme toute la curse autour, tu sais, ça s'appelle Curse of the White Knight parce que la famille Wayne, en fait, Bruce Wayne, semble avoir une curse. Là, tu sais, il semble avoir quelque chose contre cette famille-là qui fait que ça va toujours mal. Puis on apprend que, dans le fond, Batman, c'est le vilain de Gotham. C'est lui le vilain. Même quand il veut pas être le vilain, il est le vilain dans Gotham. Oui, il est la cause de tous les troubles, il est la cause de tous les problèmes, mais il essaie de tout racheter avec son argent, mais ça ne règle pas tout ce qu'il peut causer. Mais c'est vraiment un bon 8 numéros. Mais comme je te dis, à la fin de... Puis tu sais, je ne donnerai pas toutes les punches parce que je veux que les gens puissent le lire. C'est aussi bon que le premier, mais je trouve qu'il s'est fermé beaucoup de portes. Tu sais, c'est drôle parce que toi, tu as vu qu'il y en avait ouvert beaucoup. Moi, j'ai vu qu'il y en avait fermé beaucoup. Non, mais c'est le contraire, parce que rien que la dernière case, tu vois ce qui peut aller, là, c'est parce que... Tu sais, c'est parce que moi, j'ai beaucoup aimé, c'est parce qu'au niveau de Batman, ce qui est le fun, c'est que on sait que s'il fait un prochain volume, Batman va être serré de côté. Parce que de la façon que ça finit, là, Batman a tellement pété une coche contre Azrael. On vous dira pas qu'est-ce qu'Azrael a fait, mais c'était pas chic. Juste pour vous dire que Batman est parti après lui avec une Batmobile armée jusqu'au deck des missiles. Il a sorti 2 M16 pour y tirer dessus. Après, il a sorti des épées, puis il a le ramasser. Tu vois une Batman où il y a un croche, parce qu'il faut pas oublier dans le premier numéro aussi, dans le premier volume, Alfred est mort, ça fait que Bruce Wayne a perdu son point d'ancrage il aurait pu dire « slack un tour ». Donc, on a une descente en enfer du personnage au grand complet parce que lui, sa vocation de héros... Mais en fait, il s'est barré, Batman. C'est que ça va être... Tu sais, c'est pour ça que tu peux pas faire ça dans un ongoing. Exactement. C'est impossible de faire ça dans l'ongoing. Tu peux pas faire ça parce que tu n'as plus de personnage. Mais c'était aussi le fait brillant que dans le premier volume, on s'était rendu compte que c'est un Batman qui est en fait de carrière. On frôle le gars qui a plus au début de la cinquantaine, fait de la quarantaine. Oui. Donc, c'est plus un héros qui est en fait de carrière parce que il était presque sur le bord d'accrocher sa cape là, dans le premier volume. Effectivement. On a-tu quelque chose de confirmé pour comme une troisième série? Parce que de la manière que vous décrivez, ça a l'air à être comme un genre une descente. Ce sera pas long. Entre-temps, là, il y a eu le COVID puis AT&T. Ça fait que normalement, il est supposé avoir ça, sauf qu'il ne faut pas oublier que les éditeurs qui étaient à tête de sa série sont tous tombés. Oui, mais à la base, même l'année dernière, quand on l'avait rencontré, il ne savait pas s'il allait avoir un deuxième. Puis je pense, il disait j'aurais peut-être de quoi raconter si j'ai une bonne histoire. Non, au début, il n'a pas fait White Knight. Quand on l'avait croisé à Québec. Comme vous le racontez, ça semble un deuxième opus. Quand on l'avait rencontré à Québec, là, au-dessus de 2 ans, il nous avait confirmé qu'il allait en faire un deuxième. Oui, ça, c'était confirmé qu'il allait en faire un deuxième. C'est juste que le troisième, moi, ce que je te dis, c'est avec les restructurations, on se pose des questions. Mais là, il y a Arlene qui est là actuellement. Il y a une mini-série sur Harley Quinn. Il fait cover. Ah, il fait juste les covers. Mais c'est dans l'univers de White Knight. Je me trompe pas, c'est pas sa femme qui l'écrit. Oui, c'est dans l'univers de White Knight, mais c'est sa femme qui l'écrit. C'est ça, lui, il fait avec les covers. Mais c'est quand même dans l'univers de White Knight. Oui, effectivement, mais je vois pas comment DC, ou même AT&T, pourrait se débarrasser d'un gars qui fait du 25 à 50 000 ventes par mois. Ouais, mais en même temps, tu sais, je veux dire, ce gars-là avait des projets. Stepan Sebjic avait des projets, ils l'ont sauté aussi. Puis pourtant, Arlene, ça avait bien vendu. On dirait qu'il y a un shake-up. Stéphane Sebjic, il n'avait pas un contrat fixe avec DC. Non. Mais il y avait quand même 2 autres volumes qui s'en venaient. Shane Murphy a un contrat fixe. Mais il y avait 2 autres volumes qui s'en venaient. Tu avais Hailey, qui était supposé être Poison Ivy, puis tu avais Catwoman aussi qui s'en venait. Ah, mais sauf que Stéphane, il y a eu des différents d'artistes. Beaucoup. Beaucoup. Puis il s'est tanné, d'ailleurs, il a claqué la porte des éditeurs majeurs, tout simplement. Exactement. On parle pas de la même game, là. Mais dans le cas de Murphy, écoute, je sais pas s'il y aura une suite. Tant mieux s'il y en a une. Moi, j'en prendrais une. C'est sûr et certain qu'il va en avoir une. Moi, j'en prendrais une. Est-ce qu'on a besoin? Je veux voir ce que ça s'en va avec le personnage à la fin. En fait, c'est là qu'on va savoir si il va faire un Frank Miller de lui-même ou si c'est du génie puis il y a encore des bonnes idées puis ça peut encore avancer. Je sais pas si tu me suis, Jean-Nic. Oui, mais en même temps, Frank Miller, le problème, c'est que c'est pas tant qu'il a continué puis qu'il s'est encastré lui-même, c'est qu'il a recommencé cette histoire-là 20 ans plus tard. Puis il a passé d'un auteur hip qui a quelque chose de cool à raconter puis qui est d'avance sur son temps à un
un vieux déconnecté qui raconte des histoires qui ont plus vraiment de sens. Je pense plutôt que le problème de Frank Miller, c'est toujours qu'il était quelqu'un qui était impliqué politiquement, puis plus il a vieilli, plus son implication politique s'est transmis dans ses pages. Entre autres, mais tu sais, je veux dire, son univers de The Dark Knight, moi, je suis plus capable de rien lire là-dedans. Là. Tu sais, je veux dire, passer de Dark Knight Strike Again, là, plus rien à faire avec ça. Là. Non, mais même Strike Again, à l'époque, avait été mal reçu. Ouais, mais disons qu'il a, il a un peu mieux vieilli que... Tu sais, Master Race, là, c'était vilain, là. Ouais, c'était pas bon. Puis Golden Child, on en parle-tu? T'as oublié de partir un feu avec, d'ailleurs, c'était... C'était-tu mauvais, ça? Ça avait aucun bon sens. Mais bref, moi, j'en prendrais un autre, mais je vais être un peu méfiant pareil. Puis tant mieux, parce que c'est peut-être comme ça que je me fais le plus surprendre. Oui, effectivement, parce que tu sais, il y a plein de questions. La relation entre Harley Quinn et Bruce Wayne, qu'est-ce qui va se passer avec beaucoup... Mais c'est sûr que plus tu avances, par contre, plus ça devient son univers, moins il y a du fun avec ce qui existe déjà, plus ça se transforme. Tu sais, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, c'est que au départ, c'est le fun parce qu'il y a tout le terrain de jeu. Fait que là, il peut s'amuser, il fait ce qu'il veut, il raconte ce qu'il veut, il y a tous les personnages disponibles. Ben, plus il avance, plus il y a des pions qui tombent, plus il y a des choses qui changent, plus il est victime de sa propre continuité, plus il y a des chances que là, ça devienne peut-être un univers qui est moins intéressant. Mais ça, c'est moi qui pense ça. Là. Tout dépend. Moi, je trouve de la façon qu'en 16 numéros, il a réussi à construire Gotham, la réalité que la ville a. Je trouve que c'est super intéressant. Oh oui. Parce que, tu sais, je pense que, contrairement à beaucoup d'autres séries qu'on peut avoir, c'est qu'on comprend la crise que Gotham vit très bien. T'sais, pourtant, c'est rien que 16 numéros, mais au niveau financier, au niveau criminel, au niveau de la corruption de la police, c'est tellement bien expliqué, c'est tellement bien présenté. Je pense qu'il a construit un univers qui est bien englobé, qui est bien expliqué, puis que En fait, il vit le même problème que n'importe quelle série qui décolle avec un high, puis que, un peu comme je le dis, qu'un grand terrain de jeu. Tu sais, j'aurais le goût de vous faire le comparatif avec Teenage Mutant Ninja Turtle. Tu sais, les 3 premiers volumes, là, c'est du génie, mais plus ça avance, plus ils se mettent... Plus, c'est comme une tour de Jenga. Plus tu mets des blocs, plus les chances que la tour s'effondre. Turtles, il y a un autre problème, c'est que quand on a commencé à décrocher sur certains bouts, c'est justement qu'ils ont voulu qu'ils volaient avec les zèbres dans l'espace, qu'ils sont embarqués dans Dimension X. Là, ils ont sorti du cadre qui s'est encadré, mais jusqu'à date, Batman, ça ne risquera pas d'arriver de Sean Murphy. T'sais, il n'ira pas dans Dimension X. Non, je comprends, mais ce que j'essayais de t'expliquer, c'est plus tu construis ton univers, plus tu montes, plus les chances que ça tombe sont là, pareil. Je veux dire, tu t'attends à rien. Il créait son univers dans le premier, mais il profitait beaucoup de tout ce qui existait, autant au cinéma que dans la bande dessinée de Batman. Puis c'était un peu le charme aussi de ce qu'il faisait. Il a ramené toutes les Batmobiles qui avaient été faites, autant dans la série animée des années 60 que des films de Burton, même les films de Schumacher. Il y avait ce côté-là où je comprends ce que Martin veut dire. Il est allé chercher dans tout ce qui est Batman, dans tous les médiums, tout ce qui s'est fait dans les 100 dernières années. Mais là, tranquillement, pas vite, en avançant, c'est sûr qu'il se concentre plus sur ce que lui veut faire et sa manière de voir les choses. Puis... Mais à date, c'est pas une critique que je lui fais, là, parce que ça fonctionne à date. Oui, c'est juste plutôt une crainte ou un signal, un drapeau jaune de fais attention, Sean, parce que il faudrait pas que ça devienne... que ça s'effondre sur lui-même. Non, mais je pense qu'il ne se rendra pas assez loin pour que ça puisse arriver parce que j'ai l'impression que le 3e volume risque d'être le dernier. Mm-hmm. Mais comme il dit, il va y avoir des projets qu'il va travailler dans son univers, comme la série Darlene et autres. Oui, il va pas. Même le one-shot qu'il a fait sur Victor Von Freeze, qui parlait encore du fait que le père de Bruce Wayne, c'était pas un gars, il a pratiquement tué du monde pour réussir à gagner des héritages. En tout cas, on va te dire en affaire, c'est un maudit bel univers. Dans les 2 volumes qu'on a eus, c'est de la grande qualité, c'est de la belle BD. Pour répondre, Jean-Nic, à tes questions sur les clins d'œil, là, je vais te dire, qu'est-ce qu'il a fait avec encore le Batman de 1989, la Batmobile de 1989, dans le volume là, est solide en à rock en sacrifice. Et il a fait 2-3 modifications dessus, là. C'est rendu un Batjet et un Batboat aussi, ce Batmobile-là. Ah non, à rock en sacrifice, là. Ça, tu vois, c'est un autre exemple quand je dis que c'est un amoureux de Batman. Il y a des clins d'œil au film de 89, il y a des clins d'œil à la continuité, il y a des clins d'œil à tout ce qui est Batman. Peu importe ce qui se dessine, c'est comme j'ai relu Micronautes dernièrement, puis quand ils présentent leur machine à voyager dans le temps, là, t'as la machine à voyager dans le temps de R.G. Wells. H.G. Wells. T'as la DeLorean,
tout. C'est un amoureux du cinéma, c'est un amoureux de la littérature, puis il aime ça, mettre des clins d'œil partout dans ce qu'il dessine. Ah, il y en a beaucoup. Dans Curse of the White Knight, là, vous allez être servi. Là, il y a plein de clins d'œil, puis c'est le fun à aller vérifier. Hey, je veux qu'on parle de dessin animé un peu. Je vous ai fait écouter le spécial, parce que je suis un grand fan de South Park, puis je pense qu'Alan, t'es fan aussi, t'es en train de tout les retaper, je pense. Ben là, en 3 mois, je suis rendu au milieu de la 11e saison. Bon, moi, je les avais presque tous écoutés. Il y a peut-être juste les 2 dernières saisons là, où j'ai manqué. D'ailleurs, ça m'a un peu rattrapé dans le Pandemic Special. Moi, je n'étais pas au courant que Randy était rendu un vendeur de potes. Là. Ça, ce bout-là, je l'ai manqué. Là. Ça devait être la dernière saison, j'imagine. Là. J'ai manqué ce bout-là. Ça fait peut-être 2-3 saisons. 2-3 saisons qui est rendu vendeur de potes. OK, ben gars, tu vois, moi, c'est le bout que j'ai manqué. Là. Mais j'ai toujours été un gros fan de South Park. J'ai toujours aimé les raisonnements, les logiques, les façons dont ils ont de mettre des problèmes de notre société de l'avant, puis de les ridiculiser ou de nous les faire comprendre de façon simple des fois, ou de juste bien identifier nos réactions. Puis tu sais, c'est une des rares satires qui traverse très bien, je trouve, la frontière des États-Unis. Tu sais, des fois, je nous reconnais là-dedans aussi. Mais pas juste la frontière, parce que justement, moi, dernièrement, j'ai recommencé à écouter South Park, puis j'étais dans les 2-3 premières saisons, puis les sujets qu'ils traitaient, j'étais là, fuck, j'étais en 2020, puis c'est encore d'actualité. Mais c'est incroyable, tu sais, quand ils traitaient de Mahomet, là. Ben ça, j'ai pas pu le voir parce qu'il est censuré. Ben, tu sais, à l'époque, il l'était pas, mais il parlait de ça. Ben, juste le drapeau avec le noir pendu. Ah oui, le racisme, tu sais, des thèmes, la religion, tu sais, ils touchent à tout. Et ils ont décidé de faire un épisode spécial de Pandemic Special. Donc, c'était 1 heure à peu près. Ouais, c'est un épisode double, ça fait durer 45 minutes. Bon, moi, je vais vous dire que c'est pas le meilleur format qu'avantage South Park. Là. Ils ont eu le même problème avec le film, tant qu'à moi. Le film, moi, je suis un des rares qui a peut-être pas aimé ça. Je sais pas vous autres, là. Le film était trop vulgaire, puis il y avait trop de dildo avec Satan. Puis il y avait trop de tunes aussi, là, ça me tombait ses nerfs. Ah non, les tunes étaient awesome dans le film. Ouais, il y en avait trop, là. Motherfucker. Ouais, motherfucker, là, il y en avait trop. Blame Canada. Quoi que Blame Canada, c'était bon. Mais comment vous avez trouvé ça, Pandemic Special? Je vais commencer. La toune de Cartman au début, j'ai été accroché. Je me suis dit, je vais avoir du fun. La toune de Cartman qui représentait à peu près tous les enfants au mois de mars, que l'école a fermé. Puis que le Flo qui est plus dans sa bulle, qui est asocial. Qui est asocial, lui, il vivait le rêve total parce que plus d'école, plus besoin de voir personne. Tout le monde à distance. Tout le monde à distance, plus personne n'a le droit de l'approcher. C'est qu'il prend son bâton, puis approche-moi pas. Puis sa tourne est sublime. Et après, là, ça a été une descente en enfer. Jean-Nic? Je suis un petit peu d'accord. Je dirais pas descente en enfer. Moi, j'ai bien aimé l'épisode. Par contre, habituellement, ce qui me plaît le plus dans les épisodes de South Park, c'est Randy. J'aime beaucoup ce personnage-là. Par contre, je trouve que dans celui-là, la meilleure histoire, c'était celle des kids. Puis il est comme mis de côté pour raconter le truc de Randy, qui est, selon moi, c'est un peu pipi caca. C'est pas très drôle. C'est pas très, genre, tu le vois venir à la première fois qu'ils te le mettent d'en face. Puis ils font comme donner de grands coups de marteau sur leur joke que c'est Randy qui est responsable. Puis, je sais pas, ce côté-là, c'est moins venu me chercher. Puis c'est comme, tu sais, quand même la moitié. Là, c'est peut-être un 20 minutes sur le 45. J'aurais préféré voir les kids à l'école et leur réalité à eux. C'était plus intéressant. Je l'ai réécouté quand vous m'aviez dit sur le groupe que vous n'aviez pas super aimé ça. Et je me suis rendu compte de pourquoi je pense que vous n'avez pas aimé ça. Puis qu'à la limite, moi aussi, j'ai pas de temps trippé. C'est que je pense qu'on avait le droit d'espérer un épisode Cartman. Puis on a eu un épisode Randy. Ben, ouais. Pas juste le fait de l'épisode Randy, parce que si on y va dans le moment donné qui commence à parler de la pandémie qui est en train d'arriver, puis à un moment donné, ils disent que le patient zéro arrive de la Chine. Et là, tu as Randy qui se rappelle qu'à un moment donné, avec Mickey Mouse, il était faire des deals de drogue. En passant, parenthèse, voir Mickey Mouse qui « Give me more Mandalorian! » Je trouvais ça très drôle. Mais c'est ça, ce qu'elle là, ils sont là-bas, puis que finalement, Mickey Mouse, à un moment donné, il est dans un bar, puis il voit une chauve-souris, puis il va fourrer, puis Randy fait comme, c'est bien dégueulasse ce que tu dis là, il fait comme, ben là, man, c'est une souris avec des ailes. T'as jamais fourré une chauve-souris? Et il savait que ça part de ça, de Randy qui fourre une chauve-souris. Et qui en passant, c'est très drôle, là. Moi, ce bout-là, je l'ai ri. Là. C'est peut-être moi qui est immature, là, mais voir Randy swinguer une chauve-souris, j'ai trouvé ça drôle. Si t'as ri aussi au pangolin, t'as un assez de problème. J'ai ri aussi au pangolin.
Je suis convaincu que même ton chat t'a regardé de travers et il a commencé à avoir peur. Il a dû faire Franck aussi qui s'en va de gros là-dessus. Là. Oh, mais écoute, c'est parce que le dessin est tellement absurde. T'as juste Randy avec la voix là, en train de se soigner une chauve-souris. Je m'excuse, mais moi, j'ai trouvé ça très drôle. Bon, c'est immature à l'os. Et voilà, c'est que là, ça résume les 40 dernières minutes dans le fond de l'épisode. Puis, tu sais, les flots, j'aurais vraiment mieux aimé ça parce que Stan, dans le fond, il a représenté ce qu'à peu près n'importe qui vit par rapport. Il pense que tout le monde a un problème, mais c'est lui en réalité qui vit le problème à cause qu'il est coupé de tout. Tu sais, ça fait que même ça, c'était même pas drôle. À la fin, qu'ils ont essayé de présenter M. Garrison en Trump, que dans le fond, lui, il voulait pas empêcher la pandémie parce que ça tuait les Mexicains. Mais Puis ça, que j'ai trouvé ça drôle. les Mexicains mourraient plus vite que les Américains, ça fait qu'il trouvait que c'était un plan qui était génial parce qu'à la fin, il allait rester plus d'Américains que de Mexicains. Mais ça, j'ai trouvé ça drôle, là. J'ai trouvé ça vraiment Ben, drôle. une des bonnes idées de l'épisode. ça. Écoute, la finale, quand on se demande comment ils vont mettre un terme à cet épisode-là, ça va-tu être avec le vaccin, ça va-tu être avec de l'espoir, puis ils nous font un classique South Park. Garrison arrive, Chris le fait au gars qui a le vaccin. Yeah! On continue la pandémie. Tu sais, moi, j'ai fait comme, OK, classique South Park, là. Tu t'attendais à peut-être avoir une morale, quelque chose, puis regarde, c'est juste, ils ont crissé le feu à patente. Merci, bonsoir. Puis, c'est terminé. Par exemple, peut-être un bout que j'ai beaucoup aimé, c'est que quand la police était impuissante, puis qu'à un moment donné, pour réussir à contrôler la pandémie, ils ont dit on vous en remet le budget à 100%. Sur une toune de, voyons, Monthly Crew. Ouais, ça fait que... C'était une des bonnes idées, ça, de les professeurs peuvent plus aller à l'école, les policiers qui ont perdu le budget, les policiers qui deviennent les professeurs. Tu sais, ça, c'est du classique, genre, crise de bonne idée de South Park. Là. Puis tu sais, vraiment, les policiers, vraiment, c'était une bande de caves, là, ça va Ah aucun oui, sens. puis il aborde un peu aussi tout le financement de la police aux États-Unis, qui est un sujet, tu sais, Ben oui, defund exact. de police. Puis, tu sais, tu vois que là, ils demandent toujours du financement pour des armes. Puis là, c'est des profs, ça n'a aucun rapport, ils n'ont pas besoin d'armes, ils sont en tank dans les rues. C'est pas après courir après le flot. Ça n'a aucun crise de bon sens. Ouais, puis tu sais, en même temps, ça présentait la facette de ce qu'on avait peur, que l'armée sorte des rues, puis qu'est-ce qui allait se passer si on était vraiment confiné avec l'armée. Ben, Mais tu je suis te tirais à d'accord vue. avec toi, Alan. Je t'écoute, puis tu as raison. Tu sais, le bout de Stan qui était probablement le plus proche de nous, puis qui était probablement la morale qu'on devait mettre de l'avant, c'est-à-dire celui qui veut retrouver son ordinaire, tu sais, qui veut retrouver sa vie d'avant, qui veut Ouais, mais retrouver tu sais, son... puis qui refuse de croire qu'il y a un problème, puis que ça l'affecte vraiment, là. Puis qui essaie de mettre ça sur le dos de j'aide les autres. Tu sais, je suis en Ouais. train d'essayer d'aider les autres. Tu sais, il essaye d'aider Butters à avoir une fête normale, mais on se rend compte que Butters ne demande rien. Là. Non, c'est juste Stan qui a besoin de normalité. C'est Stan qui court un peu. Puis tu sais, c'est vrai qu'on aurait dû accrocher plus que ça à se dire, ben, c'est un peu ce qu'on vit tous. Tu sais, on a tous en tête notre vie d'avant. Tu sais, j'écoutais un documentaire après-midi sur les 25 ans du référendum, puis je voyais des foules, puis je voyais du monde en train de serrer des mains, puis des rassemblements, tout le monde collé, puis j'étais comme, my God, ça fait déjà 1 an qu'on n'a pas ça, ou presque. Là. Ah, ça fait au-dessus de 8 mois. Ça fait, tu sais, c'est hallucinant. Ça va-tu revenir? Puis c'est un peu le questionnement que Stan avait, tu sais. Puis, tu sais, quand ils ont commencé l'épisode avec Cartman, moi, je pense qu'il y avait tout intérêt à faire un épisode classique de Cartman. Moi, je m'attendais à un plan, à une histoire de débile de Cartman. Tu sais, à la mort d'Eric Cartman ou à la Scott Tenorman. Parce que je pense qu'il n'y avait pas besoin de traiter sur l'origine du virus. Je sais que des fois, South Park aime ça bâcher, puis tu sais, dans le fond, c'est parce que il allait vraiment du côté du Chinese virus, mais tu sais, ils ont mis comme un pied américain sur la raison du virus. On n'avait peut-être pas besoin d'aller jusque-là. En fait, c'est que c'était pas tant une bonne idée. C'était quelque chose que n'importe qui autour d'une bière est capable. T'sais, South Park nous ont habitués à beaucoup plus. Puis autant, je vais dire, l'idée avec les policiers professeurs, ça, c'est une tape dans la main, c'est un coup de génie. Randy qui fourre la chauve-souris, éventuellement le pangolin avec Mickey Mouse, j'étais là. Ça, c'est écrit par genre les 8e stagiaires dans le room. Là. Puis, il y avait aussi, pas drôle. Je ne sais pas si vous avez senti ça, mais il il y avait aussi visiblement la volonté de traiter beaucoup de sujets. Puis habituellement, South Park sont capables de traiter plusieurs sujets en les croisant ensemble. Ouais, mais là, j'avais l'impression que c'était une recette de gâteau, mais il n'y avait aucun des ingrédients qui allaient ensemble. Puis, pourquoi mettre Disney là-dedans? Ben, je sentais qu'ils voulaient nous dire de quoi à propos de Disney. Là. Disney a acheté trop de stock dans la dernière année, puis ils ont voulu bâcher sur Disney. C'est ça, ils ont je sais voulu pas pourquoi. On dirait qu'ils étaient autour de la table, puis que là, à la fin de leur épisode, ils se sont dit « Ouais, mais je veux absolument parler de Disney. » Pourtant, ils sont sur Comedy Central, ils sont même pas touchés par ça. Puis là, tu as l'impression que quelqu'un disait « Ouais, mais ça serait peut-être bon pour un autre épisode, ça. Tu sais, Trey, pense à ça. Peut-être qu'on préfère juste un épisode sur Disney. Ah non, il faut qu'on en parle là. » Puis ça sent le... Tu
ça sent le sujet qui ne fit pas. Pourtant, tu sais, si tu l'as comparé Disney, là, hein, Family Guy, l'année passée, l'avait beaucoup mieux fait. Oui. Qu'il avait fait les tests sur les shows à la version Disney de Family Guy. Ça avait été fait de façon très brillante. D'abord, Family Guy ne cesse de parler du fait qu'ils sont achetés par Disney, puis c'est très drôle à chaque fois qu'ils le font. Là. Mais je sens que ça, effectivement, ils l'ont forcé dans le scénario. Tu sais, genre, on va en profiter pour crisser un coup de marteau d'en face à Disney, tu sais. Je trouvais ça spécial. Ouais, c'était pas nécessaire. Puis Cartman, ils l'ont abandonné vite, là. Oui. Une fois que la scène d'intro était faite, là, Tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a sorti son bâton de 2 mètres 3-4 fois. c'était fini, là. Puis la prémisse était bonne. Tu te disais, effectivement, ça va être... Je me rappelle même pas si Kyle servait quelque chose dans cet épisode-là. Non, puis Butters non plus. Ben, c'est ce que je pensais tantôt. Il sert à rien. Il est là dans les scènes, puis je pense qu'il y a 2-3 répliques. Ça sert à rien. Il y avait de quoi faire avec Butters, mais là, ils l'ont sous-exploité aussi. T'sais, OK, ils voulaient aller à Build the Bears, OK? Puis c'est juste ça. Mais on dirait que, pendant les 3 ans, pendant les élections, ils ont fait une saison qui suivait les élections américaines. Mm-hmm. Puis ils ont avoué eux-mêmes que c'était leur plus grand regret d'avoir fait ça, à force de vouloir se coller sur l'actualité puis vouloir être toujours sur le sujet direct. Ils se sont brûlés. Il y a un petit peu de ça dans cet épisode-là aussi. Mais... Je pense qu'il y a beaucoup de références que on va réécouter ça dans 3-4 ans, puis ça va comme être ça a mal vieilli. Ben gars, c'est pas ça le problème. Là. Présentement, j'ai passé à la 10e saison de South Park, celle-là où a commencé avec la mort de Chef, puis c'est une des saisons qui a été plus détestée. Je l'ai écouté, puis je suis allé lire sur Internet parce que c'est quoi qui s'est passé là? C'était la saison où chaque épisode, il prenait une personnalité publique, puis il bâchait dessus. Tu sais, c'était la saison avec l'épisode où le vagin d'Oprah Winfrey était frustré parce qu'il n'avait pas assez de sexe, parce qu'il faisait pas assez de doigté, puis tu sais que le vagin avait un gun à la fin, puis il se suicidait, là. Excusez. Excusez. C'est parce que c'est pas l'épisode où le vagin parle au trou de cul. Oui, puis qu'il parle au téléphone pour réussir au détective, là. Excusez. OK, ben, il y avait un public cible, finalement. Moi, j'ai trouvé ça drôle. Oh, yes. Excusez. Mais l'épisode où le chef meurt, tu sais, c'est parce que ça, c'est exactement comme Jean-Nic le disait. Ça, c'est un épisode qui a mal vieilli parce que c'était une chicane entre Trey, Matt et comment est-ce qu'il s'appelait celui, Isaac Ouais, quelque chose. Hein. Quelque chose, là, bon, qui lui était. Scientologue. Ouais, était scientologue. Puis écoute, l'épisode de Tom Cruise, qui est un grand classique de South Park. Là. Papa, Tom Cruise n'est pas sorti du placard. Nous allons envoyer John Travolta dans le placard. Puis à la fin, Sue me! Puis c'est juste des. Ils s'appellent tous John Smith. Ben, en fait, je pense pas qu'il va mal vieillir parce que il va peut-être devenir, les références seront plus comprises par les gens dans le futur. Mais si tu vas lire sur cette période-là le mouvement, tu es capable de comprendre pourquoi ils ont fait ça. Je suis pas prêt à dire que celui-là va mal vieillir. Moi, je pense que c'est un bon épisode, La mort de Chef. Là. Ouais, la mort de Chef, c'est drôle. Ouais, c'est drôle. Ils l'éditent, puis ils prennent des phrases. Puis ben, tout ce qu'il veut, c'est mettre son pénis dans les fesses des jeunes enfants. Là. C'est tellement un gros fuck you. Là, ils ont donné un gros rôle. Puis là, ah ouais, t'auras pas ma voix. Non, on va réutiliser ta voix sur les autres épisodes. puis tu veux violer des enfants pendant 22 minutes. Puis on va faire dire à tous les autres tes intentions. C'est tellement innocent. Puis ça nous a donné aussi un épisode où ils ont vargé sa scientologie encore. Là. Puis il avait appelé ça le club des aventuriers ou je sais pas trop. Ça n'a pas de bon sens. Non, le club des aventuriers, eux autres, ils font des safaris. Le super club des aventuriers. Eux autres, ils violent des enfants. Ils violent des enfants dans des colonies qui n'ont jamais été violées par d'autres blancs. Oui, c'est ça. Ça leur fait faire, ça les garde en jeunesse. Non, c'est tellement innocent. Mais bon, tu sais, j'ai hâte de voir où ils s'en vont avec ça. Moi, j'ai jamais été un fan non plus de M. Garrison en Trump. Là. J'ai toujours trouvé que c'était un peu... c'était un peu, comment dire, avouer qu'ils savent pas quoi faire avec Trump. Ben, y a-t-il quelqu'un qui sait quoi faire avec lui? Ben, Saturday Night Live s'en est bien sorti. Ouais, c'est Baldwin. Ouais, c'est Baldwin qui le fait, puis honnêtement, c'est drôle. Mais d'ailleurs, parlant de SNL, leur coup avec Jim Carrey qui fait Biden, là, avez-vous vu ça? Non. C'est Jim Carrey qui fait Joe Biden, et c'est tellement drôle. Là. Il s'endort-tu à la fin de son speech? Le gars, il ressemble. Là. C'est tellement drôle. Allez voir les sketchs, honnêtement, c'est vraiment drôle. Bref, hey, on va passer à un autre sujet. On va parler un peu de la Schneider Cut. Finalement, Jean-Nic, est-ce que tout ce qu'on va voir dans la Schneider Cut, c'est du stock qui était déjà tourné? Ben, je l'ai dit depuis le début, non. Je veux dire, un film, avant que ça soit trimé, là, ça se peut qu'il y avait genre, mettons, 2h30, 3h de trucs tournés, puis que, genre, après ça, ça a été trimé. Le Whedon est arrivé, il a rajouté ses trucs.
Tu sais, je veux dire, il n'y a pas 4 heures de matériel qui était prêt. Là. Mais là, c'est Ils n'importe sont quoi. en train d'en retourner. Puis, là, le fait que le Joker revienne, je pense que c'était su. Là, il y avait déjà des scènes où il était supposé apparaître. Mais là, je pense qu'ils vont, ils vont ramasser tout ce qu'il y avait. Puis ils vont retourner une coupe de trucs là où ils veulent aller. Tu penses que l'idée d'un chemin ramener Jared Leto, là, c'est de faire un petit push pour voir si ça vaut la peine de sortir de la version David Ayer? Oui. De Suicide Squad? De 150%. C'est la seule raison. Je suis convaincu pourquoi ils font ça. Tu penses? Ben, c'est une réception positive. Ça vaut la peine de retravailler là-dessus puis remettre le 20 minutes minimum qui manquait avec le Joker de Jared dans Suicide Squad. Mais moi, j'étais convaincu qu'avec les commentaires qu'il y avait eu sur sa performance, ce gars-là ne mettrait plus jamais ses cheveux verts. Là. Moi, je pensais qu'il était blessé par l'expérience et qu'il avait détesté son expérience. Non, il n'a pas détesté son expérience. Il a détesté être coupé au montage. Non, mais même pas coupé. Je veux dire, sa performance était dégueulasse pareil. Là. Elle était super correcte. C'est ce qu'ils ont fait avec le personnage qui n'était pas correct. Puis ils nous ont pas donné assez d'exposure. Moi, je trouve qu'il jouait bien, puis je trouvais ça intéressant. Ça semblait une side story pas réglée dans le film. C'était un take du personnage qu'on avait rarement vu. Vraiment un kingpin. Un gars qui aime l'argent puis qui aime le pouvoir. C'était vraiment un gros criminel. Ça pouvait fitter dans cet univers-là. C'est quelque chose qu'on n'est pas habitué de voir du Joker, mais ça faisait du bien parce qu'avec le dernier qu'on avait eu avec Heath Ledger, ça fait du bien de ne pas tomber dans le même concept du Joker, Monsieur K.O. Attendez, là, je vous arrête tout de suite. Là. Vous avez écouté Suicide Squad, là, puis quand vous êtes sorti de là, vous vous êtes dit « Oh, more Joker ». Ben, pourquoi pas? Oui. Moi, je suis sorti de là, puis je m'étais dit s'il y aurait pu en avoir moins, j'aurais été content. Là. Ben, il n'y a pas un bon Joker, il y a une multitude de Jokers. Il y en a au moins 3. C'est fascinant avec le personnage. Tu sais, Jared Leto, c'était pas mon préféré, mais j'étais là, c'est intéressant ce qu'ils ont fait avec. Ouais, moi, honnêtement, j'avais vraiment détesté. Moi, j'étais sorti de là, puis je me demandais même pourquoi il était dans le film. Puis moi, si tu me dis, hey, j'ai une nouvelle version. Ça, c'est le problème. Ouais, mais attends, moi, si tu me dis, j'ai une nouvelle version de Suicide Squad où il y a plus de Joker, là, honnêtement, j'ai même pas le goût d'écouter. Moi, je vais le voir juste à cause de ça. Ah ouais, ça me surprend. Honnêtement, je suis surpris parce que vous me dites. David Ayer, c'est un cinéaste que j'adore et que je respecte beaucoup. Puis, tu sais, il le dit là, que c'était pas son film, ce qui était sorti. Moi, je serais plus excité de voir son film à lui. Tu sais, je l'ai déjà dit, je suis plus excité par la Ayer Cut que la Snyder Cut. Parce que là, on ajoute, oui, le Joker, mais on revient avec Deathstroke aussi. Oui. Mera, donc Amber Heard, a été vue aussi. Ouais, vu qu'elle n'est pas rentrée en prison, elle peut tourner encore des films. Elle peut tourner encore des films, puis visiblement, il y avait plus à voir que ce qu'on avait déjà vu. Chris, on a vu 8 secondes dans le film. Mais c'était comme incohérent. On voyait Aquaman qui allait avoir, qui jasait avec. Ouais, mais ils ont été obligés de reconnaître ça dans Aquaman. Après. Parce qu'il ne faut jamais oublier que Suicide Squad était supposé de se passer pas au même moment que ça s'est passé quand le film est sorti. C'était un peu confus, hein, parce qu'effectivement, il y avait comme une scène qui introduisait Aquaman, mais qui est tout croche, qui a été un peu repris dans Aquaman. Puis là, le film d'Aquaman, finalement, devait se passer avant Justice League. Il a tellement été long avant de sortir au tournage. Finalement, il se passait après Justice League, donc ça causait un gros problème avec cette séquence-là. Ben, surtout que le costume d'Aquaman n'est pas le même. À la fin d'Aquaman, il devient le roi d'Atlantide. Dans Justice League, il a l'air d'être un gars qui est pas retourné depuis un bout. Quand il va voir Mera, c'est justement de ça dont il parle. Avec Aquaman, il y a toujours le problème. C'est comme le trident. Là. Il n'y a jamais le bon nombre de points. Ouais, je comprends, mais je veux dire, il était même pas roi d'Atlantide. C'est ça que je te dis. Il savait tellement pas où s'en allait. Il savait même pas comment mettre de points. Ils se sont fourrés par tout le temps. Ouais, c'était un peu incohérent. Fait que là, de voir que tout ce monde-là... Mais écoute, il faut bien qu'il remplisse le 4 heures. On va dire ça comme ça. Ouais. On n'a pas bien le choix de dire ça comme ça. Hein? Moi, je pense que ça va profiter à des personnages comme Cyborg, lui clairement, puis Ray Fisher l'a dit qu'il y avait eu beaucoup de coupures. Fait que on va revoir là, les scènes où il joue au football puis comment il arrive. Ben, Flash aussi, je pense que Iris était dedans. Là. Oui. Fait que ça, ils vont le remettre aussi, parce que l'histoire avec son père... Encore une fois, là, oui, il travaille beaucoup là-dessus, mais avec la sortie que le président directeur général a sorti des TNT cette semaine, là, je me demande où c'est qu'il s'en va. Le gars dit formellement que le cinéma va mourir, que les sorties en salle payantes, ça n'existera pratiquement plus, puis qu'il ne sait pas où s'en va l'avenir du cinéma. Ben, clairement, ça va être le streaming qui l'intéresse, parce que de ce que je comprends, la Snyder Cut, c'est HBO. Parce que lui, de son côté, TNT, il y a le problème avec les cord cutters, il perd du monde, puis Warner Bros. A droppé de quoi, pas loin de 30%. Mm-hmm.
Fait que, ouais, lui... Tu sais, on l'avait pas mis à notre horaire, mais tu sais, James Bond, la grosse rumeur, c'est que là, Netflix puis un autre se battent pour l'avoir. Ouais, sauf que le monde qui sont à la tête de cette franchise-là, jusqu'à la date, là, je vous parle de la famille Brocoli, là, je pense que ça passera pas conseil. Hâte de voir, Jean-Nic, t'en penses, ça? Si ils se font expliquer qu'ils n'auront pas une scène à faire dans les cinémas puis que ça se peut qu'ils ne sortent pas l'année prochaine, ils vont le streamer comme tout le monde. À moins que la famille refuse. Ouais, ben là, il n'y aura rien que pas de sortie. C'est pas une considération. La famille, là, ce qu'elle veut, c'est de l'argent. Quand tu dis famille, c'est des actionnaires. Là, eux autres, ils vont vouloir de l'argent. Ouais, oui, ça va. Quand ils vont se faire expliquer qu'ils ne feront pas une crise de scène, là, qu'ils vont faire comme Tenet, là, ça va sortir sur Netflix, mais ça va. C'est triste, pareil. Ouais, mais j'ai des gros doutes que ça va arriver, là, parce que... En tout cas. Ben, on verra, là, mais... J'en suis quasiment à souhaiter que ça arrive. Là. Wonder Woman, j'ai hâte de le voir. Là. Non. Puis l'affaire, n'oubliez pas une chose non plus, c'est qu'à chaque fois qu'on repousse ces films-là, on les met en compétition avec d'autres films qui sont en train de se tourner. On booste un calendrier que le monde n'auront juste pas les moyens d'aller voir. T'sais, à un moment donné, là, s'ils sont... si tu as 52 sorties dans l'année qui sont des gros blockbusters, c'est pas vrai que le monde va se taper 52 fois les voyages au cinéma. De toute façon, c'est parce qu'ils ont tellement reporté, on a encore parlé. Regarde, on a eu la preuve, même ici en région, le cinéma d'Alma a fermé ses portes là, la semaine dernière. Oui, effectivement. Ça va faire 4 mois qu'ils passent exactement les mêmes films. Il n'y a aucune nouveauté qui s'est ajoutée. Il n'y a rien qui a changé. Ça fait 4 mois que c'est les mêmes films qui sont là. Ils se sont ramassés un dimanche parce qu'il y a eu un client dans toute la journée. On leur a même enlevé des films. Ça a été le cas de la déesse des mouches à feu. On l'a carrément retiré des cinémas. C'est pas joyeux. Puis tu sais, il n'y a pas d'intérêt à y aller. Là. Je regarde l'horaire des fois. Moi, je pensais qu'elle allait faire comme au printemps, là, commencer à nous mettre des vieux films. Non, c'était même pas rentable. Non, je comprends bien, mais au moins, moi, je pouvais aller les encourager. Là, je peux même pas y aller. Ouais, parce qu'il y avait 2 personnes qui allaient. Ouais, on n'a pas le bassin de population en région pour que ça puisse fonctionner. Ouais, je comprends, mais là, ils sont ouverts avec 0. Au moins, si tu ouvres avec 2, tu as toujours bien 2. Ouais, sauf que si tu payes, mettons, 30 000$, puis il y a 12 personnes qui vont le voir. Non, je comprends, mais là, il n'y a personne. Ouais, mais le problème, là, ça reste que, moi, c'est pour ça que je le vois comme ça, puis je le vois James Bond sur un service de streaming, c'est qu'en ce moment, les studios, ils ont des films qui sont tournés. Genre, les sommes ont déjà été dépensées. Là. Les acteurs sont payés, les effets spéciaux, ça a été payé. Tu sais, je veux dire, le 250 millions, là, il est déjà payé. Là, ils sont à chercher des stratégies pour se rentabiliser. Une chose est sûre, il n'y a aucun studio en ce moment qui est en train de prévoir son film qui va coûter 500 millions que tu vas tourner dans 2 ans. Tout le monde est comme, OK, c'est quoi le next step? Comment on peut diminuer le coût? On s'en va de ces plateformes de streaming. On n'en verra plus d'Avengers dans les prochaines années. Même Disney est en train de le penser. Là. Ils vont comme faire, OK, nos personnages, probablement qu'on va les transitionner tranquillement vers Disney+, puis on va faire des séries et des films événements dans lesquels on va mettre beaucoup d'argent, mais on n'en fera plus 3 par année, puis c'est plus vrai qu'on va s'embarquer sur 500 millions pour sortir un film qui n'arrivera pas en salle. Là. Bon, ben j'espère que vous avez apprécié Endgame, parce que c'était probablement le Endgame. Moi, je suis convaincu. Là. En ce moment, c'est ça le problème, c'est que les studios sont bourrés de films qui sont tournés, qui lui ont coûté une fortune, puis ils ne savent pas comment les rentabiliser. En ce moment, il n'y a aucun studio qui est en train de penser c'est quoi le gros prochain film dans lequel on met de l'argent. Là. Ils sont pognés avec ceux-là qui sont déjà tournés. En espérant qu'on puisse les voir. Et les Oscars, je regarde à votre direction. J'espère que vous avez changé votre politique sur le nombre de semaines de films en salle. Oui, parce que d'après moi, vous n'aurez pas grand candidat là, cette année. Ouais. Ça va être un maudit problème. Tenet va tout gagner. Au moins, il va avoir fait... Oui, mais ça a l'air que l'Empire contre-attaque aussi va gagner. Et Hocus Pocus. C'est ça que j'allais dire. Avoir le box-office de Hocus Pocus, qui ça fait 2 semaines qu'il plante Tenet. Ouais, d'après moi, Bette Midler, ça n'a pas eu son Oscar pour Hocus Pocus. Là, elle va l'avoir. Bon. Hey, j'ai le goût de terminer ça tout de suite. Il nous restait 2 sujets. Je vais les garder pour le prochain. Ben, comme tu veux, là. Puis, je voudrais terminer ça avec les poisons. Laisser un peu de temps pour jaser de poisons. Jean-Nic, que je commence avec toi. Je vais vous parler d'une BD que j'ai lue, que j'ai adorée, qui s'appelle Mon ami Dahmer. Ah ben oui, je l'ai lu! Par Derv Backderv. C'est-tu bon, ça, rien qu'un peu? C'est vraiment génial. En gros, là, c'est une BD autobiographique, un gars qui a passé son secondaire, dans le fond, avec Jeff Dahmer, qui est probablement un des plus sales et des plus notoires tueurs des États-Unis, tueurs en série.
Puis lui, ben, il est allé à l'école avec, puis il a appris ça plus tard. Puis avec ses souvenirs, puis avec ce qu'il est allé lire, les sorties que Dahmer a faites, il a fait une reconstruction de ces années-là, qui sont comme les dernières années que Dahmer a vécues dans la société, en n'étant pas un tueur en série. Fait que ça nous permet de voir, ses amis étaient comment, lui il était comment, qu'est-ce qui se passait. Puis c'est dessiné d'une manière un peu cartoon, un peu bizarre, avec des traits très, très gros pour les personnages. Là. C'est vraiment un délice. Et je sais pas si t'es comme moi, mais à la lecture de ce livre-là, là, ce qui m'a le plus frappé, c'est à quel point, dans les limites du possible, on avait tous un Dahmer dans notre école secondaire. Là. Ben, exact. Moi, je repassais à mon secondaire puis je me disais, oh my God, je repassais à tous les gens que j'ai croisés, lesquels étaient un potentiel Dahmer, que ça a pris 2-3 bonnes décisions qui a fait qu'il n'est pas allé sur ce chemin-là. Parce que dans l'histoire, pour te mettre dedans, Alan, là, c'est que, dans le fond, le gars, il est vraiment bizarre. Il a une vie bizarre. Ils savent rien vraiment de lui. Ils savent juste que sa famille est bizarre, que ses parents se chicanent, que le gars, là, visiblement, là, c'est un asocial. Il est toujours dans son coin. Mais ils se tiennent avec, puis ils font faire des affaires. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ils sortent, ils le trouvent bizarre. C'est parce qu'ils le trouvent bizarre qu'il est avec eux autres. Ils donnent des défis, puis, ils sont toujours à la limite du... Ce gars-là, c'est notre ami, mais en même temps, on le connaît pas, puis il est juste bizarre. Puis, je repensais à mon secondaire, là, puis je pourrais mettre des noms là, de monde qu'on trouvait ça drôle d'amener avec nous autres dans des situations bien précises parce que c'était du monde qui était game de faire des affaires. Justement, c'est la personnalité qui est un petit peu fâchant sociopathe avec un manquement de conscience. Ça fait que tu es capable de challenger à faire à peu près n'importe quoi. Puis vu qu'il est pas bien adapté socialement, c'est sûr que ça va virer awkward puis qu'il va réussir à le faire. Ben, c'est exactement ça. Pas sociopathe, mais oui, je pense que c'est le bon mot. C'est parce qu'il ne faut pas oublier que sociopathe, ça ne veut pas dire tueur en série. C'est ça veut ça, juste dire quelqu'un qui est mésadapté socialement. Exact. Puis je repensais à mon secondaire quand j'ai lu ça. Puis je me disais, quand on finit la BD puis qu'il se rend compte que Jeff Dahmer est un tueur, puis qu'il repense à son secondaire, puis il repense à tout. Puis là, le casse-tête se fait. Là. Ouais. Puis là, il se dit, oui, quand il a fait ça, ou quand il a dit ça, ou quand... tout est comme éclairé par une nouvelle lumière, là. Puis là, t'as cette espèce de sentiment de culpabilité de te dire quel rôle j'ai joué là-dedans. Puis c'est très intéressant parce qu'il commence la bande dessinée, il y a comme un disclaimer où il explique, il dit le but, c'est pas d'humaniser le personnage. C'est pas non plus de vous faire croire que je le comprends mieux que quiconque. Mais il dit, j'ai vécu ça. Puis je l'ai vécu différemment parce que, à la lumière de ce qui est sorti, on a eu des discussions avec, il y a des amis de l'époque avec qui il parle encore. Fait qu'il dit, je veux rien que vous exposez ma vision de ce qu'a été, genre, cette période-là dans nos vies. Puis il a fait, tu sens qu'il y a un travail de recherche très, très poussé là, sur comment ça pouvait être. Mais la réflexion aussi, c'est quel rôle tu joues là-dedans? À côtoyer des gens comme ça, puis comment tu les reçois, puis comment... Tu deviens un peu aveugle à ce qui se passe en te disant c'est comique ou encore c'est pas de mes affaires ou ça m'intéresse pas. Quand il dit, quand c'est arrivé, puis là, les médias sont mis à aller interviewer les gens qui l'ont connu, les professeurs surtout. Puis la réponse qui ressortait tout le temps, c'est on le connaissait pas beaucoup, mais jamais j'aurais cru qu'il pouvait faire quelque chose comme ça. Mais c'était quelqu'un qui dégageait pas beaucoup. Je me rappelle à peine de lui. Puis les gens ont... Il y a comme une distanciation qui se fait. Ouais, mais c'est parce que dans le fond, ce que vous reflétez, c'est pas juste à ce niveau-là. C'est le même principe avec le suicidé. Oui, un peu, effectivement. Ouais. Le rejet que t'arrêtes pas de rire de lui, puis vu qu'il est rejet puis qu'il n'y a pas d'amis, c'est le fun de fesser dessus parce que c'est pas un challenge. Puis à un moment donné, ça arrive, c'est comme shit. C'est drôle que tu parles de ça parce qu'effectivement, au secondaire, quand tu repenses aux gens que tu as côtoyés, tu penses à ceux que tu as intimidés. Je pense à mon primaire, puis je peux me poser des questions, là. Puis là, tu te dis, j'en ai connu du monde comme ça. Est-ce que j'ai participé à ça? Est-ce que j'ai tout fait ce que je pouvais? Il y en a... Écoute, tu sais, il n'est pas viré en Dahmer, le gars à qui je pense dans mon secondaire. Là. C'est pas un tueur en série. Mais quand je lisais la BD, son nom me revenait constamment en tête. Puis je me disais... Fuck, on l'utilisait, ce gars-là. Là. Ah, mais c'est le principe de la jeunesse. Ton esprit social n'est pas formé. Effectivement, mais c'est vraiment une bonne BD, Jean-Nic. Je suis content que tu me parles de ça. Je l'ai lu, moi, l'an dernier. Je l'avais reçu comme cadeau de fête de la part de ma conjointe, sous un conseil de Patrice, que je salue. Moi, j'avais lu ça, puis écoute, j'avais retardé la lecture parce que je savais pas trop c'était quoi. Puis tu sais,
Puis quand je l'ai lu, je suis tombé en bas de ma chaise. Là. J'ai fait comme « Wow! » C'est puissant. C'est un bijou. Si vous voulez lire ça, là, My Friend Dahmer ou toute la version française? Non, j'ai la version anglaise, My Friend Dahmer, où c'est Mon ami Dahmer de Durf Back Durf. Ouais, puis ils ont fait un film, hein, je pense. Oui, apparemment, n'est pas extraordinaire. Non, j'ai malheureusement pas vu le film, là, mais ils ont fait un film pour ceux qui sont peut-être un peu paresseux et qui n'ont pas le goût de lire le livre. Alan, ton poison. Moi, mon poison, je vais aller sur quelque chose parce qu'on ne peut pas en parler pendant le podcast normal parce que Martin, il n'a pas encore fini la deuxième saison. Ah non, tu vas pas parler de ça. Star Trek Découverte, Discovery, saison 3. Oui. J'ai commencé les 2 premiers épisodes de la 3e saison. Pour vous remettre peut-être un petit peu dans le bain, à la fin de la 2e saison, avec la gang des agents secrets de Starfleet là, qui veulent prendre le pouvoir de la Discovery qui peut se téléporter partout. Puis t'as Michael qui a son costume d'oiseau qui permet de voyager dans le temps puis de changer d'histoire. Se rend compte que tant que Discovery va exister, l'espèce de bactérie qui permet le voyage va corrompre tout le monde, puis finalement, ils sont en train de détruire l'univers au grand complet, et même de corrompre la Fédération, parce qu'elle a dit il faut qu'on arrête d'exister, et le seul moyen, c'est de aller dans le futur. Plutôt que de se détruire, tu t'en vas plus loin. Puis là, ils font un job dans le futur, c'est qu'on arrive dans la 3e saison, de Michael Burnham qui arrive 900 ans plus tard. Donc, c'est la première fois qu'on dépasse Nemesis, là. Oui, on est 930 ans plus tard. Et ça, c'est qu'elle arrive avec son costume d'ange, elle rentre d'un vaisseau spatial en arrivant là-bas, elle s'écrase avec le gars, puis finalement, elle rentre en contact avec lui, puis elle se rend compte qu'elle est 930 ans dans le futur. Et c'est de voir que Starfleet a cessé d'exister. Parce qu'il y a comme eu quelque chose de bizarre qui s'est passé entre-temps. À un moment donné, il y a eu une corruption du dilithium et il a explosé en même temps partout. Puis là, après, ça a été de le retrouver. Donc, le dilithium, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est. C'est le gaz, là. C'est le gaz, c'est ce qui permet le voyage dans l'espace. Donc, Starfleet a cessé d'exister, puis l'univers est un petit peu en chaos, mais ultra avancé. Puis là, c'est drôle de voir Michael Burnham qui essaye de s'adapter à ça et de se rendre compte que leur technologie est arriérée. Et puis, c'est de voir aussi la notion que le monde a de Starfleet dans le futur, vu que ça n'existe pas. C'est que le monde font comme... Tu fais partie de Starfleet, vous étiez l'espoir, vous étiez ce qui construisait la galaxie, c'est vous qui unissiez le monde, ce qui s'éloigne beaucoup de ce qu'on a vu des dernières saisons, puis même avec Picard. Oui. Où on essaie de corrompre la Fédération. Exactement. Puis dans le 2e épisode, ben, on tombe avec l'équipe de Discovery, les autres qui sont arrivés 1 an après Burnham. Et c'est de voir qu'ils arrivent sur une autre planète, puis que le monde aussi qui les rencontre, leur dire, ils font comme « Ouais, mais moi, je leur fais confiance, ils vont nous aider. » Puis l'autre de dire pourquoi, ils font comme « Ben, c'est parce que c'est des gens de la Fédération, c'est ce qu'ils sont, c'est en dedans d'eux, ils sont pas capables de faire autrement que d'aider le monde, puis d'essayer de les rendre meilleurs. » C'est que ça a l'air d'être bien apporté, les 2 premiers épisodes sont super bons. J'ai beaucoup d'espoir sur cette saison-là. Parce qu'on n'aura pas finalement, de ce que je comprends, comment s'appelait la nouvelle série de Star Trek avec Pike, là? Brave New World? Ben, oui, elle va exister. Hein. Oui, mais c'est parce que là, le tournage, la pandémie, je ne sais même pas quand ça va sortir. Oui. Fait que là, c'est pas mal juste Discovery qu'on a dans l'univers de Star Trek. Exactement. Puis, tu sais, jusqu'à date, ce qui présente... Il n'y a pas la série animée aussi? Là? Oui, le Lower Deck, mais ça, c'est... Non, c'est Lower Your Expectation. Ça, c'est vraiment mauvais. Puis, j'ai dit, c'est la première fois qu'on va plus loin que Nemesis, mais c'est pas vrai, on a eu Picard. Mais qui était plus loin que Nemesis, mais là, on est plus loin encore. C'est 930. Dans le 2e épisode, à un moment donné, leur module de télécommunication, il est pété. Puis il emmène justement au gars qui a l'air d'une planète arriérée, qui finalement, c'est des mineurs tout crottés. Le gars, il remonte le module avec 2 crayons qui contrôlent les molécules. C'est qu'en regardant le gadget qui est à côté, il le reconstruit en contrôlant les molécules. Wow! Tu sais, là, c'est eux autres qui ont de l'air cheap. OK, ouais. Ah non, mais intéressant. Puis l'arc de la saison, on le voit-tu déjà? Ou Non, parce que le premier épisode, c'était Burnham qui arrivait puis qui essaie de retrouver Discovery, mais elle tombe sur une ancienne station spatiale avec un gars que ça fait... C'est quoi? Beaucoup trop de générations qui se passent ça de père en fils, de faire de la communication pour essayer de rentrer en contact avec Starfleet. Okay. Puis elle, j'ai l'impression qu'elle va prendre le contrôle de Bastion puis elle va essayer de recontrôler, de communiquer avec d'autres personnes de la Fédération parce que les relais sont pétés dans l'univers. OK, fait que là, on ne sait plus tout ce que le monde font. Ils sont plus capables de communiquer entre eux autres. Donc, mais quand Discovery arrive, eux autres, le vaisseau arrive dans 1 an plus tard que Burnham. Ça fait que quand elle rentre en contact avec eux autres, elle fait comme moi, ça fait déjà 1 an que je t'ai cité.
OK, fait qu'elle a déjà du travail de fait. Déjà du travail de fait, puis c'est à partir de là où c'est qu'on s'en va. OK, parfait. Fait que c'est plus peut-être au futur des prochains épisodes qu'on va voir l'arc général de où est-ce que ça s'en Exactement, va. parce que là, on va aller sur une reconstruction. Ils vont reconstruire la fédération et essayer de comprendre qu'est-ce qui a détruit la fédération. Ouais, qu'est-ce dans qui le est passé. arrivé, là? Ah, intéressant. Écoute, je vais peut-être finir la saison 2. T'as pas le choix. Moi, j'ai pas bien le choix pour essayer de me lancer dans la saison 3. Et je vais finir avec mon poison à moi. C'était le 11e volume de Teenage Mutant Ninja Turtles chez IDW qui est sorti la semaine dernière. Je ne l'ai pas fini. Il me reste, je pense, 3 ou 4 numéros. Et j'ai le bonheur de vous annoncer, messieurs, que c'est le retour des Ninja Turtles sur Terre. Et que là, ça avance et que c'est écœurant. Et que ce qu'on a fait avec Maître Splinter, j'ai vraiment hâte de voir comment on va sortir de là. Parce que rappelez-vous, Splinter est devenu à la tête du Foot Clan. Dans le numéro 50, Splinter s'est écœuré du Foot Clan. Il a dit je te propose en duel et Shredder a perdu la tête. Effectivement. Et depuis ce temps-là, Splinter est à la tête du Foot Clan. Et ce qu'on pensait qu'elle allait arriver, c'est-à-dire que ça allait devenir une force du bien, au contraire, il est vraiment là pour perpétuer et continuer ce que le Foot Clan est à la base, là. Il est juste peut-être moins violent que Shredder. Ouais. Mais les visées sont les mêmes, là. Il veut contrôler New York, puis c'est un clan de ninja, puis il y a une hiérarchie, puis Il y a des assassins à sa il y a main. des assassins à sa main, puis il y a même ses propres fils, il les a mis ailleurs, puis ils ont leur propre clan maintenant. Et quand les Turtles reviennent du procès de Krang, ben on a l'occasion de revoir Splinter, et ils ont à gérer une invasion de la planète Terre. En gros, les Triceratons, tu sais, là, les Ouais. Triceratops, ont plus de planète. Ils savent plus où aller. Les Utroms sont rendus sur Burrow Island. Puis bon, là, ils cherchent. Alors, ils décident de revenir à leur origine. C'est-à-dire qu'ils ont été enlevés de la planète Terre il y a des milliers d'années. Fait qu'ils décident de revenir sur Terre. Ils viennent en paix. Mais malheureusement, ils se font accueillir avec une force très hostile. Ben, c'est normal, c'est comme des gros tricératops. Et s'ensuit une guerre dans New York, une tentative d'invasion. Les Turtles essaient de mettre fin à ça. Splinter veut les détruire. Écoute, c'est complètement capoté. Honnêtement, c'est du bon Turtle. Vraiment du bon Turtle. Mais là, t'es rendu de. Je pense que c'est pas loin du numéro 86. 86. On est à 14 numéros du Shredder in Hell et son retour. Il commençait à mettre des pions sur l'enfer. Ben, pas Pas en encore. tout. Zéro avec une barre. On l'a vu une fois, Shredder, en enfer, quand Kitsune raconte son histoire, entre autres. Ouais, c'était dans un one-shot. Là. C'était Ouais. dans un one-shot. Là, écoute, là, je suis rendu au Rat King. Le Rat King a fait son retour. C'est là que je suis rendu. J'ai vraiment hâte de voir Shredder in Hell. Mais je peux déjà voir qu'il installe Jennika, parce que maintenant, ce qui est plate, c'est que je sais qu'elle va être la 5e Turtle. Et fait que j'ai toujours ça en tête quand je vois le personnage. Puis ça me semble déjà décidé et apparent qu'elle va avoir un rôle à jouer dans la réconciliation entre Splinter et les Turtles. Parce que là, il y a le torchon brûle. Là. Il n'y a plus rien qui fonctionne entre les 4 gars puis leur père. Mais Michelangelo est revenu avec la gang. Il est revenu avec la gang, mais il a perdu espoir de revenir avec Splinter. Là. C'est vraiment 2 clans. Les Mutant Animals sont pas là encore assez à mon goût. Ben, dans le numéro précédent, dans le 10e, il était là quand même pas mal, par exemple. Oui, il était là une couple de fois. Là, ils sont un peu mis de côté, donc j'ai hâte de voir où est-ce que ça s'en va. Ben, mais C'est parce que leur arc avec la démon, il était oui, pas mal avancé avant fini aussi. effectivement. Là, j'ai hâte de voir parce que, tu sais, on a vu Hobbs dans les derniers numéros que j'ai lus, justement, dire qu'il était pas assez là. C'est drôle parce que c'est le personnage lui-même qui dit coudonc, durant l'invasion, t'es où, nous autres? Fait que ça, j'ai trouvé ça quand même sympathique de nous rappeler que, hey, ils sont encore là. Mais ils vont revenir plus tard, probablement avec leur propre histoire. Le 12e volume est supposé sortir au mois de janvier, donc ça s'accélère tranquillement, pas vite. Là. La pandémie a comme mis ça un peu sur pause. Puis je pense que le 2-3 mois où on n'a pas sorti de numéro va nous aider, nous, ceux qui pognent les TP, à peut-être rattraper notre retard. Là. Parce que là, c'était parti en exponentiel, cette histoire-là. Il y avait plein de séries en même temps. Depuis le là. numéro 5, ils ont cancellé une couple de séries. Il y en a moins. Il n'y a plus les 3-4 séries qui roulent en parallèle. Présentement, je pense qu'ils roulent à 2. Là. Ça donne beaucoup de chance. Ça va nous donner une chance de pouvoir rattraper le stock. Puis moi, j'étais déçu du volume 9 et 10. Surtout, vous autres en particulier, le 9, vous n'aviez pas super aimé ça. Là. C'était presque 6 Tu numéros. Bebop et Rocksteady qui voyagent dans le temps. Oui. Ouais. 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 Puis dans le 10, c'était le procès de Krang, Ouais. puis les elfes. Les puis maudits elfes, à un moment donné, on s'écoeure. Mais le procès de Krang, c'était cool quand il allait chercher tous les témoins dans toutes sortes de mondes Oui, bizarres. j'ai pas tu le sais. contraire. Sauf que quand tu veux... Tu sais,
c'était une époque en plus qu'on savait que Shredder in Hell existait. Tu sais, t'as envie que l'histoire avance. Tu sais que Splinter s'est rendu un trou de cul à la tête du Foot Clan. On dirait que vu que tu sais où ce que c'est rendu, tu veux passer à côté de C'est ça. parce que la Dimension X, ça fait partie du folklore des Teenage Mutant Ninja Turtles, mais ça n'a jamais été le folklore le plus intéressant pour moi. Mais moi, je ferais que te mettre, mettons, en conseil. T'imagines-tu lire ça par mois? Ah, ça doit être horrible. Honnêtement, ça doit être Hey, horrible. des 6 mois que tu pars ailleurs que ta série principale sur ça, à un moment donné, tu dois faire oui, c'est bon, mais tu dois avoir hâte. À un moment Ah, donné, tu dois avoir... Puis, honnêtement, là, j'ai vraiment soupiré. Quand je les ai vus arriver à New York, là, j'ai fait comme un gros... Puis même si il y avait une invasion qui venait de la Dimension X, je me disais, tant il y a aussi longtemps qu'ils ne retournent pas dans la Dimension X. Puis tant qu'ils ne retournent pas avec les Ghostbusters. Ah non, les Ghostbusters, c'est terrible. Mais je te dirais que, tu sais, je veux pas voler de punch, mais il y a une négociation aussi entre les Utrum puis les Triceratons, puis c'est les Turtles qui font ça. Puis écoute, ça a donné des succulents de bons numéros, là. Puis Baxter Stockman est vraiment un cave là-dedans. C'est vraiment bon. Tu sais, on a revu, tu sais, April est revenu, Casey Jones était là. Tu sais, tous les personnages que moi j'aime, qu'on voyait plus, tu sais. Tu sais, Angel, je la trouve cool, Ouais, moi. mais avec- même Casey Jones au statu quo qu'on l'avait laissé, qui avait pris la place de son père. là. Ah, là, c'est mon gars, là, parce que là, il a vraiment pris la place de son père. Puis son père est revenu avec lui. Puis là, ils sont tous les deux avec les Purple Dragons. Puis ils sont aidés par le Foot Clan. Puis écoute, honnêtement, là, vraiment, vraiment, vraiment trippé. Puis encore à tous nos auditeurs, là, si vous n'avez pas commencé Turtle, là, les volumes sont superbes, sont chers, mais il y en a 11 à cette heure, là, mais ça vaut la peine. Mais IDW sont du bon stock, là. Honnêtement, même dans les crossovers qui ont sorti dernièrement, il faudrait que je vous fasse ça là, à un moment donné, le Transformer Terminator. C'est Oh, un cas wow. numéro qui était vraiment le fun. Ben, Transformers, leur nouvelle série, j'aimerais ça la faire, mais ils vendent foutument trop cher. Ouais, mais je vais attendre de voir s'ils vont pas sortir du IDW Collection. Puis là, même présentement, je suis en train de lire Transformer Back to the Future. OK. Parce que 65$ pour 12 numéros, là. Ça n'a aucun sens. Puis il y a déjà d'autres mini-séries qui commencent à sortir de cet univers-là. C'est que les prochains hardcovers qui vont sortir vont-tu tout Ben, rassembler? c'est ça, là. Mais Turtle est dans un format que je trouve intéressant. Oui, oui. Parce que t'as pas besoin de te taper tous les volumes de toutes les séries. Tout est là, tu t'achètes, merci. Et hey, puis je terminerai avec ça, Jean-Nic, t'es encore avec nous? Absolument. The Last Ronin, là. Ouais, ils sont en train de battre un record, ces Turtles. Les 130 000 copies sont sold out. Il y a 71 variantes cover, Ouais. tu me dis? 71 variantes. Mais avez-vous hâte de le lire, Je suis curieux. Jean-Nic? Ça va dépendre de ce que je vais lire avant. Comment ça? Ben, j'imagine que ça va être dans le TP 12 ou 13. Mais non, nous autres, on l'a acheté en single. Fait qu'on va pouvoir te la prêter. C'est quand même un projet que Eastman travaille Ouais, depuis très, très, je vais très le lire, longtemps. je vais le lire dans le TP 12 ou 13. Parce que c'est un Elseworld, là. T'as pas besoin de savoir où est-ce qu'on est rendu dans la série, là. C'est un peu le Dark Knight Returns de l'univers des Teenage Mutant Ninja Turtles. Puis, honnêtement, si je vous demandais, selon vous, c'est qui le Last Ronin? Moi, je pensais... Si je vais dans la continuité qu'on a présentement de IDW, c'est Michelangelo qui fait le plus de sens à cause de son côté humain, puis c'est lui qui a été le plus brisé par ce qui peut se passer dans sa famille. C'est le plus jeune. C'est le plus jeune, c'est que s'il y a quelqu'un qui a la maturité à prendre puis de vouloir venger tous ses frères, qui a le plus de sens, c'est Michelangelo. Mais j'ai encore espoir que, vu que c'était dans la tête de Eastman de très très longtemps, que c'est encore en noir et blanc, donc on le saura jamais. Jean-Nic? Donatello, j'imagine. C'est mon préféré. Fait que j'aimerais ça le voir dans ce monde-là. Mais dans le fond, je pensais que ça s'inscrivait dans la continuité de la BD actuelle. Du tout. Non, Du tout. C'est un projet que Eastman avait très 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 longtemps, finalement, d'un futur apocalyptique. Tous les Turtles sont morts sauf un, puis il veut venger sa famille un peu, là. Donc, il retourne là-dessus, puis c'est un projet qui ça fait longtemps qu'il voulait travailler là-dessus. C'est dans le temps que je savais que ces Turtles étaient en noir et blanc. Puis un peu, je pense un peu comme Alan, moi j'ai espoir que ce soit le Turtle qu'on veut, puis qu'il n'y ait pas vraiment d'indice. Donc, ça va être Donatello. Ben, ça serait ton Donatello, mais pour moi, ce sera Raphaël, tu comprends? Il va laisser des indices, possiblement, là, que si t'aimes ce Turtle-là, tu vas le comprendre. C'est de ça, même, tu vas les voir, mais tu sais. il va être habillé en noir, son bandeau va être noir. Ça va représenter le noir et blanc, ça que tu le sauras possiblement. Ils vont jamais. l'appeler genre Ronin Puis ou vu que- Last Ronin. Vu que ou, les armes des quatre, ben c'est ça. En plus. Mais moi, je pense qu'un peu comme toi, qu'il va y avoir des indices un peu partout, puis que, tu sais, vu que ton cerveau est mindé à ce que ce soit lui, tu vas voir juste ce que tu veux voir, tu sais, puis ça pourrait donner des conversations, tu sais, quand même intéressantes entre fans de Turtle, à savoir c'est qui le vrai Last Ronin, tu sais. Mais moi, j'espère... C'est sûr que la réponse
La plus facile, c'est Raphaël. Parce qu'il a l'air, tu sais, il a l'air méchant, il a l'air seul, il a l'air... Ouais, sinon, tu peux y ça aller a encore... déjà été un combattant solitaire. Tu peux y aller encore plus simple. Si tu veux vraiment un vrai Ronin, il faut que tu pars avec un samouraï déchu, c'est que tu pars avec Leonardo. Ouais, ça pourrait. Mais je pense que ça fait... Moi, c'est drôle, quand j'ai vu le cover, c'est Raphaël qui m'a popé en tête tout de suite. Et ça n'a aucun lien avec le fait que mon tatou, c'est Raphaël. Et ça n'a aucun lien. Et ce qui est le fun des Turtles, c'est que quand t'es jeune, t'aimes Michelangelo. Mais quand tu vieillis, puis t'es intelligent, puis t'es brillant, puis t'es une bonne personne, t'aimes Raphaël. Puis quand t'es un twit, ben t'aimes Donatello. Leonardo. Bon. Sur ce, hey, merci beaucoup, les gars. On se revoit au prochain épisode avec Jake. Oh, on va essayer ça. On va parler d'Alice. Salut, Jean-Nic. Salut! À bientôt.